Bonjour à tous, ici le Selmicro Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pré-chapitre plus ou moins particulière, car on parlera d'un chapitre qui sort dans plusieurs mois. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai fait un concept identique pour le chapitre 1050. Environ un an en avance, j'avais théorisé la défaite du roi des bêtes au chapitre 1050, j'avais parlé du fait qu'on aurait un flashback juste avant la défaite au chapitre 1049, et c'est exactement ce qu'on a eu. Un flashback au chapitre 1049 et une défaite confirmée au chapitre 1050. J'ai donc envie de faire pareil pour Dragon pour le chapitre 1100, parce que je pense avoir trouvé quand est-ce que cet homme, Monkey Dragon, choquera véritablement le monde. Merci pour vos pouces bleus et pour les commentaires que je lis attentivement. Petite sponsor, et on parlera de l'homme qui représente la révolution. Cette vidéo est sponsorisée par Honkai Star Rail, un jeu de rôle tactique de MiHoYo. C'est le 4e volet de la série Honkai. Nouveau personnage et version alternative des anciens. Le Star Rail fait référence à un train interstellaire dans le jeu. Honkai est la principale force antagoniste de la série, qui veut détruire les civilisations. Attention, on peut contrôler 4 persos qui forment une équipe. Monde ouvert et donjon pour s'amuser. Stratégie avec réflexion et bien évidemment combat. Devenez le meilleur. Combattez, avancez, explorez, soyez libre. C'est le tout nouveau jeu du Hoyoverse, développeur de Genshin Impact. C'est en téléchargement gratuit sur PC et mobile dès aujourd'hui. La protagoniste s'est vue implanter un Stellaron. Monte à bord du train avec un groupe, les joueurs peuvent rejoindre l'équipage, rencontrent des Nakamas et progressent pour avoir des réponses. C'est comme pour le siècle oublié. Tu te demandes mais quelles sont les réponses à mes questions? Aide-moi Vegapunk. Ah, t'es même pas au courant. Un si gros crâne pour 0 réponse. Le jeu est un free-to-play. Il a plusieurs approches de configuration d'équipe, trouver des coffres au trésor, les énigmes on les résout, écouter les habitants de l'univers, découvrir différents pouvoirs. On peut découvrir un tout nouvel univers, où des mythes et des légendes se mêlent à une histoire de science-fiction. On se croirait sur Egghead. Non, pas ça. Ça. Téléchargez dès maintenant Honkai Star Rail via la description pour découvrir ce magnifique jeu. 今回のレベリーではいよいよ宣戦布告ですね。天竜人へ。 Dans le roman de Ace, on apprend que le haki permet de changer le climat. En tout cas, à minima, d'influencer le climat. D'après Shanks, le haki des rois de Ace est comme des flammes. La tempête de neige a cessé dès son arrivée. On a donc un lien entre le haki des rois d'un pirate, en l'occurrence Ace, et un élément. Le feu. Alors là on pourrait se dire que c'est lié à son fruit. Mais Shanks parle du haki. Et c'est Shanks qui parle. Je pense que Shanks sait de quoi il parle. Par ailleurs, Shanks peut enflammer son épée. Il n'a pas de fruit, donc c'est lié au haki des rois. Il y a plusieurs années, j'ai justement théorisé le fait qu'on puisse contrôler les éléments avec le haki. Une théorie validée, de facto, par les mots de Shanks. Mais Ace n'a pas un haki des rois que l'on pourrait qualifier d'extraordinaire. Il avait le potentiel mais pas le niveau de maîtrise. Ce qui m'amène à une question. Qu'adviendrait-il si un homme avec du haki des rois extrêmement évolué, extrêmement puissant et extrêmement entraîné l'utilisait pour le contrôle des éléments? Eh bien on pourrait avoir un homme qui contrôle le climat comme s'il avait mangé un fruit. Et le résultat pourrait être incroyable. Le haki des rois est le haki des conquérants. C'est le haki de la volonté. On soumet l'adversaire avec notre volonté. Quand on fait perdre connaissance à quelqu'un, on le soumet. Quand Shanks humilie un amiral, il le soumet. Aucune négociation. On soumet avec le haki des rois. Quand Shanks débarque sur Marineford, il ne négocie pas. Il impose une décision. C'est ce qu'on appelle un ultimatum. C'est littéralement un ultimatum. En latin, dernière chance. Il n'admet aucune contestation. L'injonction est pressante. C'est une exigence définitive. Il menace explicitement la marine en cas de non-exécution. En contrôlant le climat, on soumet symboliquement les éléments à notre volonté, comme on soumet un homme plus faible que nous. Et avec les éléments, on les utilise à notre guise. C'est exactement ce qu'on a eu avec Dragon dans la ville du roi des pirates, Locktown. Pour Dragon, on a plusieurs options. Il a peut-être mangé un fruit, quelqu'un qu'il connaît et qui était avec lui a peut-être mangé un fruit, ou alors il a utilisé un pouvoir pour les éléments. Ce pouvoir pourrait être le haki des rois. Quand on regarde Dragon, quand il est la rafale de vent, on peut voir qu'il se protège avec sa cape. Est-ce réellement la réaction de quelqu'un qui représente le vent? De quelqu'un qui est le vent via son fruit? L'option est probable, mais via ce détail, l'auteur peut vouloir nous dire qu'au fond, il n'a pas mangé le fruit du vent, ou un fruit qui lui permet de contrôler le vent. On pourrait donc favoriser l'option du haki des rois, le haki des rois de Monkey Dragon. Quand Luffy utilise le haki des rois sur Marineford, Kizaru dit qu'il a un pouvoir terrifiant. Doberman dit que c'est le fils de Dragon, que de toute évidence, c'est sa nature, et qu'il deviendra une grande menace. Ivankov dit que Luffy est de la même trempe que Dragon. Ivankov connaît et côtoie Dragon depuis longtemps. C'est bien le fils de Dragon. Ce n'est pas tout, Barbe Blanche, l'empereur, le père, dit à ses hommes de tout faire pour prêter main forte à Luffy. Le haki des rois Dragon est donc utilisé depuis longtemps. Marineford, un peu comme pour Shanks, sauf que lui c'était pré-Marineford, avec notamment le Moby Dick. Dragon serait donc capable de contrôler les éléments, via son haki des rois, pour appeler la foudre, faire pleuvoir ou envoyer des rafales de vent. Le haki des rois et le haki des conquérants est de la volonté. Volonté, dérivée de volo. Je veux. Déterminer librement ses actes. C'est ce que veut quelqu'un. Plus l'ambition est grande, plus la volonté doit être forte. Et Dragon vise quelque chose d'énorme à l'échelle mondiale. Il veut mettre un terme à la domination des Tenryubito. En soi, il veut mettre un terme à l'ère des Tenryubito. Sur les mers, on parle de l'ère des pirates. Mais pour les habitants du monde entier, on peut parler de l'ère des Tenryubito. Des hommes qui tirent leur titre du fait qu'ils soient des descendants des fondateurs du GM.
Pour Monkey D. Dragon, l'auteur s'inspire de Fidel Castro, l'homme qui a bouleversé l'histoire de Cuba. Pour le design, l'auteur a confirmé l'inspiration, mais l'inspiration va au-delà. L'ancien bras droit de Fidel Castro était le célèbre Che Guevara, dont l'auteur s'est inspiré pour Gaburu, un révolutionnaire admiré par ses hommes qui ressemble à Caribou. Le navire principal de Dragon se nomme Wind Granma. Wind pour vent et Granma, le yacht mexicain qui a transporté 82 révolutionnaires cubains, dont Fidel Castro et Che Guevara. Fidel Castro, le père de la révolution cubaine, a mené des hommes auxquels personne ne croyait. Il prendra le pouvoir au bout de 2 ans contre le régime autoritaire de Batista, qui était soutenu par les États-Unis. Le 8 janvier 59, il sera accueilli en triomphe à La Havane. Fidel Castro était anti-américain et il deviendra le symbole de la lutte contre l'impérialisme dans le monde. L'impérialisme est la politique d'un État visant à réduire d'autres États sous sa dépendance politique ou économique. Si le GM représente un État, c'est un État impérial. Dragon est le symbole de la lutte contre l'impérialisme du GM. Che Guevara, ancien bras droit de Fidel Castro, perdit la vie en voulant exporter la révolution en Bolivie. De son côté, Fidel Castro symbolisera la révolution. Pour son peuple, il sera reconnu comme étant omniprésent, paternaliste. Il sera reconnu pour ses discours et pour ses adversaires. Il est un dictateur inflexible. À la fin de sa vie, il sera malade. Il cédera le pouvoir à son frère, mais il sera toujours actif en publiant ses réflexions. Car selon lui, les vrais révolutionnaires ne se retirent jamais. Les repas préférés de Dragon se composent de bocadito, des gâteaux cubains en forme de beignets. Dans ses vivres cards, on apprend qu'il a été témoin du fait que le monde soit pourri. Alors qu'il habitait à Goa, il est devenu convaincu que son devoir était de changer le monde pour le mieux. Pour Dragon, les batailles sont des moyens de parvenir à la paix. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut apprécier. Ce qui veut dire que Dragon connaît les batailles. Il sait que les pertes peuvent être immenses. Il sait ce que ça fait que de pleurer des êtres chers. Pour autant, Dragon est réaliste. Il sait que le combat est le moyen le plus efficace pour changer les choses. Dans un monde où le GM a une marine et où la puissance est reine, il ne peut en être autrement. La marine préfère prendre des hommes non affiliés de la marine en nouveau amiraux, juste pour leur niveau de puissance. L'amiral en chef est devenu amiral en chef en battant un amiral. Dragon sait que le combat est inévitable. Quand Dragon apparaît, il est associé à une déclaration du roi des pirates. Une volonté de faire, des rêves. Tant qu'il y aura des hommes qui aspirent à donner un sens au mot liberté, rien ni personne ne pourra les arrêter. Dragon n'est pas comme Garp. Il accepte que Luffy devienne pirate. Il sait que Luffy aspire à être libre. C'est pour cela qu'il arrête Smoker. Rien ni personne ne peut empêcher un homme de prendre la mer. Donc, ce qu'il dit à Smoker, c'est que ce n'est pas toi, Smoker, qui empêchera un homme de prendre la mer. Tu ne restreindras pas sa liberté. Dragon sauve en quelque sorte la liberté de son fils. Avec quoi ? Sa puissance. Et Smoker est incapable de restreindre celle de Dragon, car Smoker n'a pas le niveau pour le faire. Les mots les plus importants sont « le monde attend notre réponse ». Et Dragon dit bien « le monde », car il œuvre pour le monde entier. On en vient donc à une certaine problématique. Pourquoi autant d'attentes ? Dragon a dit à Vegapunk « je vais créer une force militaire capable de contre-attaquer ». Vegapunk lui dira « tu le feras malgré ta haine de la guerre », ce à quoi Dragon répondra « contente-toi de regarder ». Vegapunk, je vais changer le monde. On voit bien que Dragon n'aime pas la guerre, mais qu'il n'a pas le choix. Il s'associe à Ivankov et Kuma. Ivankov sera emmené à Impel Down, et Kuma passera un accord avec le GM. On note que du côté révolutionnaire, ça manque réellement de haut niveau. Dragon est à la tête du groupe, mais en guise de commandant, on n'avait que Kuma et Ivankov. Pour répondre à la question, c'est principalement parce qu'il manque de puissance, dans son camp. Dans les SBS du volume 80, l'auteur a révélé que c'est Dragon qui entraînait Sabo. Il a donc dû voir un certain potentiel. Un entraînement payant car il est devenu très puissant. Il a pu s'emparer sans grande difficulté du Miramera Nomi. Il avait déjà un bon niveau, mais avec le fruit, de type Logia, qui était à Ace, commandant de Barbe Blanche, il est devenu encore meilleur. Sabo est donc le numéro 2 des révolutionnaires. Et l'auteur a révélé que cette appellation, numéro 2, faisait référence au fait que l'on parle de puissance. Ce qui veut dire qu'entre lui et Dragon, en termes de puissance, il n'y a personne. Mais malheureusement pour Dragon, un seul vrai commandant, ça ne suffit pas. Et quand je dis vrai commandant, c'est dans le sens puissance du terme. Les autres sont des commandants, mais ils n'ont pas le niveau. Sabo peut combattre Fujitora et il peut le battre. Contre Ryukugo, c'est encore plus simple. 1 contre 1, feu contre plante. Aramaki n'aurait pas de très grandes chances de gagner. Sabo c'est du feu, mais surtout, du feu à haut niveau. Contre Raizo, Ryukugo montre que les règles élémentaires se limitent au niveau de puissance à haut niveau. Le feu de Raizo ne fonctionne pas sur Aramaki. Il aura fallu du feu de Momo pour le faire hurler. Maintenant, imaginez Sabo. C'est comme Akainu contre Ace. Niveau de puissance, cumuler une règle élémentaire favorable. Quand on est amiral ou commandant, il faut des particularités. De bons acquis, de très bonnes maîtrises de fruits. On peut avoir du acquis des rois offensif, une certaine renommée, la reconnaissance des puissants. Et bien ça boit tout ça. Et pour n'importe quel autre commandant, c'est pareil. Jack bat une armée de Sulong. Cracker avec un soldat fait galérer Luffy qui a battu de Flamingo. King est un Lunaria. Zoro a du acquis des rois offensifs. Mais les commandants de Dragon, en 1 contre 1, peuvent-ils tenir contre eux? Non. Casse au grand max du vice-commandant. Mettons une armée de Sulong devant eux et voyons le résultat. Mettons ce Luffy là devant eux, en 1 contre 1, et voyons le résultat. Vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui m'amène aux événements de Marijois, parce que Sabo était contre Fujitora et Aramaki. Les amiraux étaient là pour les arrêter. Ils devaient les battre. Les Tenryubito sont beaucoup estimés par Ryukugo. Ils devaient être déterminés. Pourtant, ils sont tous rentrés. Sabo était un peu blessé, mais tout comme Fujitora. Les blessures de Fujitora attestent d'un vrai combat.
Il a été blessé durant l'affrontement. On a donc un échec des amiraux. Malheureusement, on n'a pas vu le combat, il est donc compliqué d'en parler. Mais on note que les rivaux ne sont pas blessés. Logiquement, contre Sabo, les plans d'Aramaki sont aussi efficaces que les flammes de Ace contre Akainu. Il est donc possible qu'on ait eu un 2 contre 1. Maintenant, on peut très bien dire qu'on a eu un 4 contre 2 et que Morley a mis un bon coup de harpon trident à Fujitora. C'est comme vous voulez. En tout cas, chez les révolutionnaires, on note l'absence d'un vrai deuxième commandant et d'un vrai troisième commandant. Ivankov est à niveau inférieur, ce qui pose un vrai problème à Dragon. Dragon est un combattant de la liberté. Il obtiendra la liberté pour le combat, et il a besoin de puissants commandants. D'ailleurs, il considère que ceux qui travaillent pour le GM sont des petits toutous. On comprend donc que s'il doit annihiler le camp adverse, il le fera. Mais pour l'instant, il n'a pas le choix. Soit il recrute, soit il fait une alliance. Il faut qu'il augmente considérablement la puissance de l'armée. Pour le côté collectif, c'est pas un problème. Il recrute déjà en masse. Il libère des peuples et rallie des peuples. Il n'y a pas de problème quant à l'effectif. En tout cas, a priori. Par contre, pour avoir de vrais commandants, c'est un peu compliqué, mais pas impossible. La marine a bien trouvé 2 amiraux, comme dit plus tôt, au détriment de marines expérimentées. Là, c'est exactement la même chose. Au fond, le système de la marine est identique à celui d'un Yonko, avec un chef au-dessus de 3 commandants, au-dessus de plusieurs vice-commandants. On peut avoir des hommes extrêmement puissants que l'on ne connaît pas et qu'on découvrira, ou alors on peut avoir quelqu'un que l'on connaît bien, comme par exemple Kuzan. Mais avant, parlons de la Cross Guild. Dragon pourrait s'allier à la Cross Guild. La marine veut faire tomber les révolutionnaires. Et c'est pareil pour la Cross Guild. Avec une alliance, chacun pourra avoir ce qu'il veut. Et les primes pourraient être effacées si la marine tombe. En grand combattant, on aurait donc Mihawk et Crocodile. Ce sont des pirates, mais ce n'est pas incompatible. Aux yeux de la marine, ce sont tous des criminels. Ils ont donc un ennemi en commun, la marine. Avec les primes sur les marines, la Cross Guild avantage Dragon. Les marines ne sont plus en sécurité. Ils deviennent de potentiels ennemis du peuple. Un peuple que Dragon veut rallier à sa cause. On pourrait donc avoir d'anciens Shibukai qui travaillent avec Dragon le révolutionnaire pour faire tomber la marine, et chacun aura ce qu'il veut. Même si les révolutionnaires ne seraient pas forcément favorables, quand on fait une alliance, il faut savoir faire des compromis. D'ailleurs, Ivankov est à Impel Down, et Dragon voulait peut-être y aller pour libérer Ivankov et les Newkama, mais également d'autres prisonniers, qu'il aurait pu rallier à sa cause. Une action qui est toujours possible. Le numéro de Dragon est Sabo qui représente le feu. De son côté, Dragon représente le vent, avec entre autres le Wind Granma. Pour représenter l'eau, on pourrait donc avoir Kuzan, l'homme glace, donc l'eau sous forme solide. Alors là, je vous avoue que c'est un peu compliqué, parce que Kuzan est avec Barbe Noire. Mais, on se rappelle de Baltigo, les rêves ont pu partir avant que Barbe Noire ne vienne. S'ils ont bien été prévenus, c'est par un proche de Teach. Kuzan a peut-être été en désaccord avec l'action de Teach, donc du capitaine, et comme il partage peut-être les idéaux de Dragon, il a pu le prévenir. Tout ça n'est bien évidemment que théorique à 100%. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que Kuzan n'est pas infiltré pour la marine. Il a littéralement bloqué Garp, il l'a mis en danger, lui et tout le groupe. D'un autre côté, Garp est le père de Dragon. Donc si c'est un révolutionnaire, il met en danger le père du père de la révolution. L'option qui dit qu'il l'a prévenu est donc très peu probable. Mais même s'il n'est pas encore révo, il peut très bien le devenir plus tard. Il est bien devenu pirate en cours de route. S'il est à l'origine de la mort de Garp, il pourra en guise de rédemption, plus tard, intégrer les révolutionnaires. Et mener à bien la révolution de Dragon. On pourra avoir un flashback de Garp qui parle avec son fils, et qui lui dit qu'au fond, il croit en son projet. Il croit en lui. Il veut que la marine change. On pourrait avoir un magnifique flashback d'un père qui parle avec son fils. Garp a fait un choix, la marine, mais il peut très bien partager les idées de son fils. Il ne l'aura finalement jamais rejoint, et on pourra considérer que c'est malheureux et regrettable. Avec Kuzan, on aurait un vrai commandant. Et comme l'auteur met l'accent sur les 2 premiers, on aurait en guise de chef suprême Dragon, et en commandant Sabo et Kuzan. On aurait des révolutionnaires menés par 3 hommes extrêmement puissants. Même s'il faut garder en tête que, actuellement, Kuzan est un pirate, à 100%, et il est fidèle à Barbe Noire, en témoigne le chapitre 1081. La Cross Guild est à l'origine de la mort de plusieurs marines, donc ça peut être un problème. Mais, comme dit plus tôt, Dragon est déterminé. S'il n'a pas le choix, et que l'Alliance le renforce, il le fera forcément. Au chapitre 100, Dragon dit « Le monde attend notre réponse », et cette réponse pourrait être donnée 1000 chapitres plus tard, au chapitre 1100. Pendant 1000 chapitres, on a suivi Luffy, jusqu'à ce qu'il batte un Yonko, et qu'il devienne Yonko. Dragon était en retrait. Et la marine s'est même confrontée à Barbe Blanche. Il fallait sauver des peuples, rallier des peuples et avoir des réponses. Sabo était un maréjoie, et il a justement des réponses pour Dragon. Après 1000 chapitres, il sera temps pour Dragon de nous montrer qui il est. Le père de la révolution et l'un des hommes les plus forts du monde. Dragon ne pouvait pas aller à Maréjoie, tout comme Rayleigh ne pouvait pas aller à Marineford. On a typiquement une problématique de puissance. Un camp serait beaucoup trop avantagé. Avec son acquis des rois, Rayleigh aurait couché la majorité du camp adverse. Les marines ne pouvant pas tenir contre son acquis des rois. Barbe Blanche n'aurait aucun mal à gagner. C'est pas pour rien si l'auteur montre clairement que Garp n'a pas voulu embrouiller Rayleigh près Marineford. Pour Dragon, c'est pareil. Sabo et Dragon contre Aramaki et Fujitora, c'est un combat gagné d'avance.
On parle de deux hommes trouvés dans la nature, contre Dragon et son numéro 2 qui a mangé un fruit. Amiral ou pas, ça ne change rien. Dragon est comme Shanks. On se rappelle du chapitre 1055. Le SSG était là pour renforcer la marine avec une force de frappe qui détruit l'équilibre du monde. Les Shichibukai n'étant pas une force d'attaque, mais surtout de défense. Et la force n'était pas fiable. Jinbe qui refuse, Boa qui accepte de justesse et qui tape les deux camps, etc. Avec le SSG, la marine est censée être imbattable pour une grande force du monde. Ça va donc se jouer sur Egghead. Si la marine récupère le SSG, la donne change. Dans le chapitre 1100, on pourrait voir les vrais pouvoirs de Dragon. On pourrait le voir combattre, il pourrait confirmer une alliance, et on pourra voir tous ses commandants. La marine combat pour le GM, et le GM voudra combattre jusqu'au bout, que les peuples rallient Dragon ou pas. L'affrontement est donc inévitable. Dragon veut la tête du GM et donc de la marine. Barbe Blanche, qui lui était pirate, n'a jamais voulu faire tomber la marine. Robin dit bien que les pirates n'attaquent pas la marine et le GM, mais que les révolutionnaires affirment clairement vouloir renverser le GM. On a déjà parlé du fait que Xebec allait revenir, et en s'intéressant à ce qu'il représentait, on comprend qu'il est à l'opposé de ce que représente Dragon. Avant l'attaque de Lulusia, Sabo a hurlé car elle a vu quelqu'un sur le trône vacant. Dans le chapitre 907, on apprend que personne n'a le droit de s'asseoir sur le trône. Face à lui, les souverains de chaque royaume promettent de rester égaux, et de ne jamais être dentés par la voie de l'autocratie. Le trône vacant est censé prouver qu'il ne peut y avoir qu'un seul et unique souverain. Sabo a hurlé pour ça, et on sait justement que Xebec voulait devenir le maître du monde. Il sera donc en totale opposition avec Dragon. La différence entre Im et Xebec, c'est que Im est caché. Xebec voulait être le maître du monde aux yeux de tous. Au-delà du fait d'avoir une opposition Luffy-Xebec, on aura une opposition Dragon-Xebec, ce qui veut dire qu'on peut avoir un combat. Et si Garp perd la vie sur la ruche, Luffy pourra en plus perdre son père. La famille sera alors décimée. Sabo était mis en avant. C'est la relève de Dragon. C'est le futur Evo numéro 1. Si un homme peut ôter la vie de Dragon, c'est bien Xebec. C'est pas Akainu qui met 10 jours à battre Kuzan, le nouveau commandant de Barbe Noire. Il faut une véritable légende, l'un des êtres les plus forts de tous les temps. Un homme avec une volonté tellement forte, de gouverner par la terreur, et un haki des rois tellement évolué, que même Dragon pourrait perdre. Rock se dit Xebec, l'être le plus fort qu'a combattu le roi des pirates, Goldie Roger. Le seul homme qui pourra l'arrêter sera le nouveau roi des pirates, et fils de Monkey D. Dragon. Monkey D. Luffy. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé 9 de pour rien.